Bonsoir à tous, nous ouvrons ce journal avec une édition spéciale consacrée à l'escalade militaire sans précédent qui vient de secouer le Moyen-Orient et de redéfinir, en l'espace de quelques heures seulement, les équilibres géopolitiques mondiaux. Ce que les experts redoutaient depuis le début du blocus naval du Golfe Persique s'est produit cette nuit, mais avec une intensité et une rapidité de riposte qui ont stupéfié les chancelleries internationales. L'Iran a franchi un point de non-retour en coulant un destroyer américain, déclenchant en retour une opération de représailles d'une envergure technologique et stratégique jamais vue dans l'histoire de la guerre moderne. Tout commence à l'est du corridor de blocus, une zone hautement surveillée où la marine américaine impose une restriction stricte des mouvements maritimes. L'USS Cole, un destroyer de la classe Harley Burke, plus précisément de la version avancée Flight 3, l'un des fleurons technologiques de l'US Navy, effectuait des opérations de routine d'interception et de contrôle de la navigation. Ce bâtiment de guerre, conçu pour la défense multidomaine, a été pris pour cible par 2 missiles Khalid-Fars, des vecteurs antinavires sophistiqués lancés depuis une position côtière improvisée sur l'île de Syrie. Cette position, selon les premières analyses du renseignement, n'avait été identifiée dans aucune opération de ciblage préalable, ayant été montée dans le plus grand secret pour échapper aux reconnaissances aériennes et satellitaires. Le déroulement de l'attaque est d'une précision glaçante. À 2h14, heure locale, le premier missile a pénétré la coque de l'USS Cole au niveau de la salle des machines, sur le flanc bâbord, provoquant une perte immédiate de propulsion et une coupure partielle des systèmes électriques. Alors que l'équipage tentait de stabiliser le navire et que les alarmes résonnaient dans les coursives, un second missile a percuté la proue seulement 6 secondes plus tard. Ce deuxième impact a été catastrophique, car il a détonné précisément dans l'espace avant où les équipes de contrôle des dommages s'étaient rassemblées pour organiser la lutte contre les incendies après la première explosion. Le chaos qui s'en est suivi a rendu toute tentative de sauvetage du navire extrêmement périlleuse. Les flammes, alimentées par les carburants et les systèmes hydrauliques, ont progressé avec une rapidité foudroyante jusqu'à atteindre le dépôt de munitions de la proue à 2h21. La détonation secondaire qui en a résulté a été d'une puissance telle qu'elle a été visible à plus de 40 km de distance, illuminant le ciel nocturne du Golfe d'une lueur apocalyptique. Face à l'imminence de la perte totale du bâtiment et pour préserver la vie des survivants, le commandant a donné l'ordre d'abandonner le navire à 2h28. 13 minutes plus tard, à 2h41, l'USS Cole disparaissait sous les eaux du Golfe Persique, sombrant par le fond seulement 27 minutes après le premier impact. C'est le deuxième destroyer américain coulé au combat durant ce conflit, après la perte de l'USS Fitzgerald quelques semaines plus tôt. Pour Téhéran, ce qui aurait pu être célébré comme un succès tactique majeur s'est rapidement transformé en l'erreur stratégique la plus coûteuse de son histoire contemporaine. La position improvisée sur l'île de Syrie, bien que discrète, avait été identifiée par les forces spéciales britanniques du SAS au moment précis du lancement, avec une précision géographique de moins de 12 mètres. Mais surtout, le naufrage de l'USS Cole a déclenché mécaniquement un protocole de réponse stratégique que le commandement central américain, le CENTCOM, tenait prêt depuis les premiers jours du blocus pour ce scénario spécifique. Si la perte de l'USS Fitzgerald avait déjà activé une réponse musclée, ce second incident a levé tous les derniers verrous politiques et opérationnels. L'autorisation pour une riposte massive est arrivée en 4 minutes seulement, un délai qui témoigne de la préapprobation des plans au plus haut niveau de l'État américain. L'US Navy a alors déclenché ce qui restera sans doute comme l'opération de réponse la plus étendue de tout le conflit, une manœuvre qui a définitivement scellé le sort du blocus naval. À 2h45, alors que l'épave de l'USS Cole ne reposait sur le fond marin que depuis 4 minutes, l'ordre d'exécution du paquet de réponse stratégique de second naufrage a été transmis à toutes les unités concernées. Contrairement à la riposte qui avait suivi la perte du Fitzgerald, qui visait à dégrader les capacités futures de production de missiles et les centres de commandement, ce nouveau paquet stratégique avait une philosophie radicalement différente. Il ne s'agissait plus d'affaiblir, mais d'éliminer de manière systématique et immédiate toute capacité opérationnelle iranienne présente sur le théâtre d'opération, et tout ce qui, sur le territoire national, pourrait contribuer au conflit dans les 72 heures suivantes. On ne parle plus ici de frappe sur des infrastructures stratégiques à long terme, mais de l'annihilation totale des moyens de combat immédiats. Les 6 sous-marins de la classe Virginia déployés dans la région ont reçu leur paquet de ciblage actualisé à 2h46.
En moins de 8 minutes, une salve coordonnée de 288 missiles de croisière Tomahawk Block 5 a été lancée depuis les profondeurs. La répartition des cibles montre une volonté de neutralisation complète. Les 48 premiers missiles se sont dirigés vers les installations de stockage de missiles de chaque province côtière iranienne. L'objectif n'était pas les lanceurs déjà en position, mais bien les réserves stratégiques destinées à être déployées dans les 48 heures. Parallèlement, 36 missiles ont visé les installations de radars actifs qui avaient survécu aux précédentes vagues de frappe grâce à leur positionnement dans des reliefs montagneux complexes. Les sous-marins Virginia, positionnés stratégiquement pour cet assaut, ont utilisé des angles de tir spécifiques permettant d'atteindre ces cibles jusque-là inaccessibles depuis la mer. Une autre salve de 48 Tomahawk a frappé les installations portuaires iraniennes sur tout le pourtour du golfe Persique, ciblant non seulement les bases militaires, mais aussi les ports à usage dual utilisés pour la logistique militaire durant le blocus. 24 missiles supplémentaires ont détruit les centres de communication tactique qui changeaient régulièrement de fréquence et de position pour échapper au ciblage, mais dont les signatures avaient été patiemment analysées par les services de renseignement électromagnétique pendant les 96 heures précédant l'attaque. Enfin, les 132 Tomahawk restants ont été dirigés vers une liste de 47 objectifs qui avaient été exclus des précédentes opérations par souci de désescalade, mais qui étaient désormais autorisés sous la doctrine de réponse de second niveau. Tandis que cette pluie de missiles s'abattait sur les côtes, une autre composante de la puissance aérienne américaine entrait en action. 4 bombardiers furtifs B-2 Spirit, ayant décollé de la base de Diego Garcia 9 heures auparavant, se sont mis en position de lancement au-dessus de la mer d'Arabie à 3 heures précises. Ils transportaient 64 GBU-57, les fameux Massive Ordnance Penetrators, des bombes pesant près de 14 tonnes, conçues pour détruire les installations les plus profondément enterrées. Ces cibles comprenaient 16 complexes souterrains situés à plus de 40 mètres de profondeur, là où les munitions conventionnelles n'avaient aucun effet. Il s'agissait des installations les plus protégées du programme militaire iranien, construites spécifiquement pour survivre à une campagne de bombardement intensif. À partir de 3h04, les B-2 ont débuté leur séquence de largage sur les sites de Natanz, Isfahan, Arak et Parchin. La tactique employée a été celle de la pénétration séquentielle. 4 bombes par installation, les 2 premières ouvrant un canal de perforation à travers la roche et le béton armé, les 2 suivantes détonnant directement au cœur de la structure. Les rapports de confirmation de frappe ont commencé à tomber dès 3h12, avec la destruction du site d'Isfahan, suivi de Natanz à 3h16, Arak à 3h19 et enfin Parchin à 3h24. Durant l'heure qui a suivi, les 12 objectifs supplémentaires de cette liste prioritaire ont été systématiquement rayés de la carte. Cette opération aérienne n'a été possible que grâce à une couverture massive assurée par 36 F-18F Super Hornet provenant des groupes de combat des porte-avions USS Gerald R. Ford et USS Abraham Lincoln. Ces chasseurs n'étaient pas là pour effectuer des frappes de précision, mais pour assurer la suppression totale des défenses aériennes iraniennes sur l'ensemble du secteur côtier. Épaulés par des avions de guerre électroniques Growler, ils ont identifié et détruit chaque radar actif, chaque batterie de défense aérienne et chaque relais de communication tactique qui tentait de s'activer pendant que les bombardiers B-2 opéraient dans l'espace aérien souverain de l'Iran. À 4h47, la mission était accomplie. Le dernier pénétrateur massif avait atteint sa cible, et à 5h du matin, les Super Hornets entamaient leur retour vers les porte-avions après avoir réduit au silence l'intégralité du réseau de défense côtière. Sur le plan humain, le bilan est lourd, mais l'efficacité des opérations de sauvetage a permis de limiter le nombre de victimes. Les hélicoptères MH-60R Seahawk ont terminé la récupération des survivants de l'USS Cole à 4h15 du matin. Le bilan définitif fait état de 241 membres d'équipage secourus, 23 décès confirmés et 16 disparus lors du naufrage. Ce bilan tragique pour la marine américaine est à mettre en perspective avec l'ampleur de la riposte. En seulement 2h02, entre le naufrage du destroyer et le dernier impact du paquet de réponse, l'US Navy a exécuté l'attaque la plus complète et la plus dévastatrice de tout le conflit. Avec 288 missiles Tomahawk, 64 bombes lourdes GBU-57 et une flotte de chasseurs de pointe, elle a anéanti 16 installations souterraines majeures, tous les ports stratégiques du Golfe, les centres de communication et les réserves de missiles côtiers.
L'Iran espérait, en coulant l'USS Cole, démontrer la vulnérabilité du blocus naval et forcer une négociation. C'est l'inverse qui s'est produit. L'US Navy a utilisé cet événement dramatique comme déclencheur pour activer un plan qui a éliminé de façon permanente toute capacité iranienne à menacer ses actifs navals ou la liberté de navigation dans la région. Si l'USS Cole a mis 27 minutes à couler, il n'aura fallu que 2 heures et 19 minutes aux États-Unis pour effacer tout ce qui l'avait frappé et tout ce qui aurait pu tenter de réitérer l'exploration. Cette nuit marquera l'histoire militaire, non pas seulement pour la perte d'un navire, mais pour la démonstration brutale de ce qu'il en coûte de frapper un bâtiment de guerre américain lorsque celui-ci dispose d'une réponse stratégique préautorisée et préparée avec une telle minutie. L'Iran a fait le pari risqué que le coût du blocus deviendrait insupportable pour Washington après un second naufrage. Les stratèges américains, de leur côté, avaient anticipé que ce second naufrage leur donnerait la légitimité politique et opérationnelle pour une destruction totale des capacités adverses sur le théâtre d'opération. Ce pari iranien s'est soldé par une catastrophe militaire absolue. Le coût payé par Téhéran est sans commune mesure avec la perte matérielle et humaine subie par l'US Navy. Alors que le soleil se lève sur le golfe Persique, la question qui demeure dans tous les états-majors est celle de la suite des événements. L'Iran aurait-il pu continuer à défier le blocus par des tactiques de harcèlement de moindre intensité pour éviter de déclencher ce paquet de réponses massifs ? Ou bien, une fois le blocus en place, une confrontation d'une telle ampleur était-elle devenue mathématiquement inévitable, quelle que soit l'échelle des provocations initiales ? Le débat est désormais ouvert, et les conséquences de cette nuit de feu se feront sentir pendant des décennies. C'était une édition spéciale pour le journal télévisé. L'information continue sur nos plateaux avec nos analystes militaires pour décrypter chaque aspect de cette opération dont le monde entier attend désormais les répercussions diplomatiques.